Bonjour à tous. Dans votre JT breton ce mardi, un commerce qui reprend vie à Saint-Aloestre dans le Morbihan. Grâce à un demandeur d'emploi, on ira y jeter un œil. Rencontre aussi avec un homme qui a décidé d'aider les sans-abri à Brest, de la nourriture, mais aussi un soutien moral. Et puis une découverte dans cette édition, le Finboard, une planche créée et conçue dans les Côtes d'Armor. Dans le duplex, Maëlle Moison est aussi avec nous. Bonjour Maëlle. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous nous parlez de sport et de formation. Oui, on s'est intéressé du coup à la formation, enfin la Ligue 1 et à la place qu'elle accorde à ces joueurs formés au club. Voilà. Vous nous en direz plus dans un instant, Maëlle. Bienvenue à tous dans ce JT du mardi 21 février 2017. Et on commence cette édition en prenant la direction de Saint-Aloestre dans le Morbihan, une commune de 600 habitants. Depuis près de 2 ans, il n'y avait plus de commerce, mais la situation a changé ce lundi. Une femme de 57 ans au chômage a ouvert un bar, tabac, épicerie et dépôt de journaux. Fanny Canconier l'a rencontrée. Ces premiers cafés que sert Elisabeth, c'est l'aboutissement de 5 mois de préparation. Au chômage depuis fin juillet, à 57 ans, cette ancienne secrétaire comptable a été choisie par la communauté de communes pour gérer ce commerce. Après 2 formations et le règlement des questions administratives, l'Indigo a ouvert. Beaucoup de préparation, jusqu'à hier soir minuit encore, on y était. Et puis après, voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Bon, maintenant, c'est la clientèle qui va me dire aussi, petit à petit, ce qu'ils désirent. J'ai toujours aimé le contact avec la clientèle et je suis absolument ravie d'être là. Et les habitants aussi sont ravis, chaque jour de la semaine, sauf le jeudi. L'Indigo leur ouvrira ses portes. Ça manquait, oui. Oui. Même si je ne viens pas tous les jours, d'avoir un point de rencontre, c'est important pour donner un peu de vie au bourg. La communauté de communes a financé les travaux du local. Elisabeth a pris le temps de rencontrer la population avant d'ouvrir et les élus ont pu arrêter la permanence qu'ils tenaient au dépôt de pain. C'est une bonne nouvelle dans le sens où depuis presque 2 ans maintenant, nous n'avions plus de lieu de rencontre, de lieu de vie sociale. Et donc là, c'est important effectivement que la population puisse se retrouver dans un lieu. Il y avait un potentiel ici à Saint-Aloestre, potentiel parce qu'il y a eu un moment effectivement où il y a eu des commerces qui ont fonctionné. On a un potentiel de passage à peu près 1700 véhicules jour donc sur le CD11 ici. Si on a la bonne personne qui sait les arrêter parce que le commerce c'est avant tout le commerçant, je pense que la partie peut être gagnée. Et un autre commerce doit rouvrir dans quelques jours à Saint-Aloestre, un restaurant situé à quelques mètres de l'Indigo. Rencontre maintenant avec Paul Dudras. Ce Brestois a décidé de venir en aide aux sans-abri de la cité du Ponant. Les bénévoles ont rejoint son groupe Facebook Aide aux sans-abri Brest et ils apportent nourriture et soutien moral à ceux qui vivent dans la rue. Anna Guillerme a rencontré Paul dans son action. Comme tous les soirs, Paul procède à la vérification des stocks, car les dons affluent d'un peu partout en France et même au-delà. Il y a 1 mois, il a créé l'association Aide aux sans-abri de Brest. Tout a commencé grâce à un groupe Facebook qui rassemble aujourd'hui quelques 600 membres. Son leitmotiv « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». Son message est clair. Les besoins, c'est l'alimentaire, vêtements, produits d'hygiène. Et surtout, les besoins, c'est le lien social. Ça, ils ont besoin de ça. Nous, on le ressent tous les jours. Mais bon, le plus gros travail, c'est leur papier. Trouver un logement, un toit sur la tête. Après, ça va tout seul. Avec un peu de volonté. Si moi je le fais, c'est pour eux. Paul a lui-même passé 12 ans dans la rue. À son tour, il veut tendre la main aux plus démunis. Et tous les soirs, à 19 h, il part en maraude avec quelques bénévoles. Il commence toujours par un petit groupe de sans-abri qui les accueille comme chez eux, dans ce coin des Halles Saint-Louis. Pour moi, c'est presque pas une association, c'est plus une petite famille. Ils sont là tout le temps, tous les soirs, et c'est ce qu'il m'a dit. Je viendrai te faire chier tous les soirs. On charrie tous, on rigole entre nous, on joue même au foot. C'est vraiment un contact humain en dehors du repas chaud qui est déjà magnifique. Ils sont vraiment là pour nous, quoi. Ils sont super sympas. Moi, je suis dehors depuis un petit moment. Je sais que j'arrive à survivre dans ce milieu-là. J'ai peur peut-être d'aller autre part. Mais après, c'est pas spécialement facile depuis le temps que je suis dehors de refaire quelque chose de sa vie parce que c'est un peu de l'autodestruction la rue.
Donc c'est pas facile, j'aimerais bien. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais ce serait un souhait. Pour faire un don ou rejoindre la maraude, inscrivez-vous sur le groupe Facebook Aide aux sans-abri de Brest. Et on retrouve à présent Maëlle Moisan pour parler sport, ou plutôt formation sportive, et plus précisément dans le milieu du foot. Alors Maëlle, vous vous êtes intéressée à la formation des clubs de foot à la française qui est réputée, mais est-ce que c'est suffisant? Alors tout d'abord, il faut bien préciser qu'il y a plein de manières et différents critères pour évaluer les politiques de formation dans les clubs de Ligue 1, même de Ligue 2 d'ailleurs. Mais jeudi dernier, dans les colonnes du Télégramme, on a choisi d'évaluer la formation à travers la place que font les clubs à leurs joueurs formés au club. Donc vous voyez le document. Sans surprise, quand on établit ce classement-là, on se rend compte que Lyon, qui est le club de la dernière décennie au niveau de la formation, se place en tête, que Toulouse, et c'est pas vraiment une surprise non plus, est derrière, et que Nantes ferme la marche pour le podium. Voilà. En ce qui concerne après les autres clubs, ce qu'on peut en dire, c'est que Rennes est toujours bien placé, ce qui est le cas depuis pas mal d'années, que Guingamp est plutôt dans la moyenne basse en étant 13e du coup, et Lorient qui plaide plutôt le contexte difficile cette saison, et également dernier à ce classement-là, quoi. Et est-ce que c'est une bonne opération pour les jeunes et les clubs de privilégier justement la formation en interne? Alors, durant ce sujet-là, il y a une citation qui m'a plutôt plu, qui vient d'un directeur de centre de formation, en l'occurrence le directeur du centre de formation de Nantes, Samuel Fenilla, qui résumait comme ça, en fait. Au-delà de 20 joueurs confirmés dans un effectif, donc de joueurs pro hors cadre des joueurs formés au club, ça laisse plus de place finalement aux joueurs. Et lui résumait ça en disant que de toute façon, les débuts des joueurs formés au club arrivent toujours finalement par défaut, soit une blessure, soit une suspension, et ça leur entrouvre la porte. Et je trouve qu'elle était plutôt bien résumée, c'est plutôt une phrase qui résume bien les choses. Et concernant la formation, ce n'est pas qu'un bon coût financier, donc pareil, dans le sujet, j'ai pu avoir les retours que ça coûtait finalement 5 fois moins cher, de former un joueur au club et de le lancer chez les pros que de recruter un joueur à l'extérieur. Donc financièrement, c'est intéressant, et c'est aussi très intéressant pour l'image, c'est toujours intéressant de former des jeunes, quoi. Et alors, quelle est la politique des clubs bretons à ce sujet, justement ? Alors, il ne faut pas s'y tromper, tous les clubs misent de toute façon sur la formation. Parce que c'est, comme je vous le disais à l'instant, c'est pour l'image, c'est intéressant. Ce qu'on peut retenir pour nos clubs, en l'occurrence, c'est que Nantes, comme pas mal de clubs de Ligue 1 aujourd'hui, Nice, Montpellier et évidemment les mégalopoles que sont Lyon et Paris, Nantes a recentré sa zone de recrutement chez les jeunes. Par exemple, ils ne vont plus dans le nord, ils ne vont plus non plus dans le sud-est. On peut dire qu'à Rennes, tous les jeunes sont surclassés désormais. Ils jouent dans une catégorie d'âge supérieure. Et concernant Guingamp, Lorient et on peut ajouter Brest, ils ont désormais des centres de formation flambant neufs qui doivent leur permettre normalement de faire encore un meilleur travail. Ils espèrent qu'à moyen terme, ça leur permettra de sortir davantage de jeunes dans leur équipe pro, puisque si on peut le résumer ainsi, finalement la formation c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est toujours le temps qui dicte la suite. Mais merci beaucoup Maëlle en tout cas pour ces explications dans les coulisses du foot français. Merci beaucoup. Et c'est peut-être l'activité nautique que l'on retrouvera sur toutes les plages bretonnes cet été, le finboard, une planche propulsée grâce aux nageurs et ses palmes. Avec, on peut glisser bien sûr, mais aussi faire des randonnées. Mathilde Kemener nous fait découvrir cette nouvelle planche conçue et fabriquée dans les Côtes-d'Armor. Voici le finboard, une planche où il faut palmer pour avancer. Une nouvelle activité nautique inventée par un costarmoricain. On est vraiment dans l'activité de la glisse en général. On a un produit qui est très très bien également pour des gens qui veulent retravailler un petit peu le gainage, abdos, dorsaux. Donc on a vraiment un produit très très stable, très sûr, très très rapide et vraiment qui passe dans toutes les conditions de mer. Ce matin, un acheteur potentiel est venu tester la planche, il semble convaincu. On sent tout de suite qu'elle est légère, avec des lignes très, très, très tendues. Et il suffit d'appuyer un peu sur les nervures des palmes carbone et on sent que ça démarre tout de suite, quoi. Et que ça glisse. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis rentré, là, j'ai laissé partir la planche, elle est partie toute seule au bord, quoi. Ces planches, il les commercialise depuis janvier et l'engouement se fait déjà sentir. Alors fini l'atelier à la maison, il déménage dans un nouveau local à Pordic avec une personne nouvellement embauchée pour assurer les commandes. Le prévisionnel qu'on avait établi pour 2017 devrait être multiplié par 4 au niveau des ventes pour cette année. Alors dans l'entreprise où l'on fabrique les pièces à Iffignac, c'est l'effervescence. Voilà, il va falloir qu'on augmente la cadence de production parce que j'ai pas mal de commandes qui arrivent
Un choix d'entreprise qui s'est fait par conviction. La conviction, c'est de défendre les emplois et l'image locale. Une fabrication française qui lui a permis de vendre en Italie, en Suisse ou encore en Espagne. Et avant cet été, ce créateur promet de sortir 2 autres concepts de planches. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, bonne soirée et à très bientôt.